Chers amis qui êtes abonnés ou qui suivez régulièrement les conversations, je voudrais vous dire une petite chose. Vous avez tous observé que bien des aspects de la vie contemporaine et de ce qu'on appelait autrefois l'art de vivre disparaissent les uns après les autres. En fait d'art de vivre, c'est innombrable, les arts de la table, tenir la porte d'une dame quand elle passe d'une pièce à une autre ou dans le métro, faire la conversation, avoir une conversation, avec ce que ça suppose d'humour, de liberté de ton, de second degré. J'ai l'impression quelquefois que le second degré s'évapore aussi, l'humour s'évapore, on a l'impression que plus personne ne le comprend et que l'art de conversation est résumé pour beaucoup à une seule chose, l'interview. Alors l'interview, ça vous en avez sur Internet, des interviews, ça ne manque pas, c'est très utile certes, mais les conversations c'est autre chose. J'invite des amis à parler de leur vie, de ce qui est le plus intéressant d'ailleurs, la manière de voir les choses, la manière de concevoir l'avenir de la France, de voir le monde, de comprendre les êtres. Et ça, c'est une telle matière que ces conversations-là peuvent durer très longtemps. Des émissions et des émissions et des émissions d'une demi-heure, d'une heure, de 2 heures. Quand les gens parlent d'eux-mêmes, c'est tout à fait normal, je ne le critique pas, ça peut durer des jours et des jours jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc de temps en temps, il faut que je coupe. Et ceux qui me reprochent de couper, d'une part, ne se rendent pas compte que si les invités soliloquaient, ça n'en finirait plus. Et d'autre part, une conversation, on se coupe. Je les coupe. Ils me coupent aussi, beaucoup. Je ne suis pas un animateur, je ne suis pas un journaliste. Je fais des conversations avec mes amis. Il faut dire que le fil directeur de ces conversations, c'est le plus intéressant, c'est eux-mêmes. Et donc ces conversations resteront des conversations. Regardez la définition dans le dictionnaire, c'est un vieil art de vivre à la française, la conversation à la française est fameuse dans le monde entier. Et ces conversations resteront donc pour toujours, si vous le voulez bien, avec vous, des conversations. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour mon colonel. Ça commence très fort. Bonjour Paul-Marie. On peut dire mon colonel, vous êtes colonel. On ne peut pas dire mon. Ah oui, mon, c'est monsieur le colonel. Colonel. Mais oui, que je suis bête. Je n'ose pas vous appeler bonjour colonel. Bah sinon c'est ma colonel, mais on change de registre. Ça devient sérieux, on change de registre. Bon, c'est un peu glissant. Enfin, vous êtes colonel, Caroline Galacteros. Je le suis devenu sur le tard d'ailleurs. Beaucoup de militaires m'en veulent considérablement. Je n'ai jamais rencontré de femme colonel. Moi. Mais si, mais il y en a, mais ah oui. des vrais. Moi, je suis un réserve. peu particulière. Oui, mais dans la réserve qui travaille tout de même. Opérationnel, même si aujourd'hui je n'ai plus d'affectation malheureusement. Et ça consiste en quoi là, ce travail régulier là? Ça dépend de l'affectation, de l'endroit où on est affecté, de la mission qui vous est donnée. Moi, j'en ai eu plusieurs. De l'ordre de la doctrine de l'armée de terre, de l'ordre des opérations spéciales, enfin au sein des opérations spéciales, et puis après à l'école de guerre. Non seulement c'est rare une femme, mais c'est rare une géopolitologue, c'est ce que l'on dit. Oui, si on veut, oui. Qui tranche, enfin qui détonne sur le prêt-à-penser universel, atlantiste, européiste. Oui, alors ça non. Là, vous sortez de votre réserve, là, pour le coup. Là, je sors de ma réserve, mais avec je sors de ma réserve. Courage, parce que tout le monde vous reconnaît, le courage et la compétence. Deux choses qui viennent vite. C'est très gentil. Non, mais en fait, je n'y suis, entre guillemets, pour rien. Je ne suis que le réceptacle de choses que je considère fortes, importantes, et qui donc ne supportent pas de compromission, de compromis même, tout simplement. Et puis parce que, très jeune, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer d'abord parmi mes professeurs
quelqu'un que vous avez connu aussi, je pense, Pierre Dabzi. Ah, voilà. mon Dieu. Et c'est par lui que nous sommes connus. Absolument, Et absolument. même chez lui, je crois. Oui, tout à fait. Vous étiez une toute petite étudiante qui rangeait ses papiers. Voilà, Il faut dire exactement. qui est Pierre Dabzi, qui a été directeur de la Fondation pour les études de défense nationale, ambassadeur de France, engagé politiquement. Je crois qu'il a été député aussi, où il a failli l'être en Député tous de les cas. Paris, agrégé de droit Député public, de Paris, colonel c'est du ça. 11e choc, enfin bon. Un grand homme, un grand gaulliste de homme. gauche, comme il se... Oui, exactement. Et une grande gueule, une grande gueule. Grande gueule. Rendons hommage à cet homme qui m'a permis de faire votre connaissance. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, vous avez dirigé des séminaires à l'école de guerre. On redit l'école de guerre maintenant. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je trouve que c'est mieux que le collège interarmé. Il faut de Ça, un défense. collège, c'est encore un truc anglo-saxon, mais ça ne correspondait pas à ce qu'est École l'école de de guerre. guerre. C'est l'école de guerre. Exactement. Vous avez enseigné à Non. HEC, je crois aussi, pas à Sciences Po. HEC, un peu à Normal Sup, mais à HEC, quand j'ai quitté le service de l'État, oui, j'ai fait ça. Oui. Pendant 2 ans et demi. Le service de l'État, c'était... Le service de l'État, c'était toute la décennie 90, et c'était les services du Premier ministre. Voilà, D'accord. le secrétariat général de la Défense et aujourd'hui de la Sécurité nationale. Voilà. Toujours dans ces questions militaires, ces questions de défense, mais qu'est-ce qui vous a conduit? Parce qu'une autre singularité chez vous, c'est que vous avez un peu toute l'Europe dans la tête et même dans le sang, je me trompe. C'est vrai. Galactéros, c'est un nom grec. C'est vrai. On c'est voit, vrai. on voit à l'écran C'est votre vrai. père. Oui. Mon père. Qui oui. était-ce? Ah, mon père, c'est un grand homme d'ailleurs, parce que je pense qu'il doit être là quelque part, peut-être avec nous en ce moment même, sans doute. C'était un médecin, un grand médecin, mais un médecin philosophe. Voilà. Ça, c'était à Lyon. Hein. Ça, c'était à Lyon, Votre il est enfance était à lyonnais, Lyon. il est né à Lyon, il a fait ses médecines à Lyon, etc. Mais effectivement, ses parents, eux, étaient grecs, grecs de Grèce, enfin pas de Grèce, grecs des colonies grecques d'Asie mineure, d'où ils furent expulsés Dans au ce qui est moment... l'actuelle Turquie. alors. Voilà, Voilà. tout à fait. Bien. Voilà. Le Ventin, on disait. Le Ventin, voilà, c'est ça. C'est un joli mot. C'est ça. Et alors, votre mère, c'est tout à fait à l'opposé. Je crois qu'elle Rien a à des... voir, un autre monde. Elle un a des autre- origines irlandaises, je me souviens. Elle a des origines irlandaises et anglaises, enfin ce qu'on appelait pudiquement les Irlandais d'avant l'indépendance de l'Irlande, c'est-à-dire en fait les colons anglais qui possédaient l'Irlande. Oui. Et puis, mais ça c'est du côté des femmes, parce que les femmes sont assez audacieuses chez nous, Je de manière vois. générale. Je vois. Donc elles s'allient à des êtres un peu étonnants, enfin bon, pour le meilleur et pour le pire. Et Une grande famille française en même temps. très ancienne famille ancienne. française, grande. C'est ce qu'on appelle grande. Voilà. Après, du côté de mon grand-père, ce sont des aristocrates de province, désargentés, qui ont tout perdu, qui n'ont jamais compris vraiment. Parce que c'est ce qu'on appelle les grandes familles. De certaines choses dans la vie. Voilà. Bon, mais donc je suis le produit un peu de, c'est vrai, de tout cela, avec des branches un peu partout, en Suède, En Suède aux Seychelles même, enfin bon, qui ont fait souche. Mais ça, c'était du côté des Anglais. Les Anglais sont allés un peu partout. Personne ne peut dire que vous n'êtes pas européenne. Non. Et je le suis. Je le suis. Après, il faut savoir de quelle Europe on parle. Voilà. Là, nous allons y venir. Et comment en êtes-vous venu, justement, outre ces origines qui est très ouverte, très ouverte sur le monde, comment êtes-vous venu, d'une part, à la science politique, d'autre part, à la géopolitique? C'est un hasard comme toute chose, comme toute vie ou quoi? C'est toujours des concours de circonstances et des rencontres. Dans ce domaine, oui. Mais j'ai une formation au départ littéraire, d'histoire. J'ai fait des classes préparatoires littéraires, donc Hippocagne, Cagne, parce que j'ai raté 2 fois le concours. Mais j'étais spécialisée en histoire. Heureusement. Heureusement, je ne La sais vie vaut pas. beaucoup pour ce qu'on rate, Caroline. C'est vrai, c'est vrai. Il faut rater beaucoup de choses dans C'est la vrai, vie mais il pour faut en pour la réussir aussi quelques-unes. Donc, j'ai raté en tout cas Normal Sup. Et après, j'ai atterri à l'époque, quand on ratait Normal Sup, et qu'on ne se destinait pas forcément tout de suite à l'ENA ou à une carrière publique classique de service public, on atterrissait dans une maîtrise de sciences politiques. Il y en avait quelques-unes en France à l'époque. Je parle de l'année 88, 9.
Et donc il y avait une maîtrise assez reconnue et connue, où officiait Pierre Dabzi, qui était quand même le seul de mes professeurs qui m'ait jamais intéressé dans cette maîtrise. Parce qu'après, le rythme des classes prépa, c'était un peu light, quoi. Au fond, c'est venu par lui. C'est venu par lui, c'est pour ça que j'en parle volontiers, parce que c'est vraiment la personne qui m'a permis, en me prenant un peu sous son aile, j'étais son élève, mais en me prenant comme son assistante pour l'aider à organiser les colloques, ses cours, ranger ses papiers, ses dossiers, enfin tout un tas de choses. J'ai travaillé avec lui. Il m'a fait, voilà. C'était quelque chose. Ben oui, c'était quelque chose. Et il m'a fait aimer ça et rencontrer beaucoup de monde très jeune finalement, dans ce milieu qui m'a plu et qui me correspondait très bien. Alors c'était un non-conformiste et ça, vous aviez une prédisposition et vous l'êtes resté obstinément parce que je disais tout à l'heure, j'ai failli dire que vous étiez enseignante à Sciences Po, vous ne risquez pas être enseignante à Sciences Po, car on connaît vos convictions et nous allons y venir très marquées. On pourrait dire indépendantiste, très national. C'est ça. Ouais. Ce qui ne prédispose pas à entrer à Sciences Po. Pas trop. Il vaut mieux être farouchement antinational. Et vous avez même été la conseillère diplomatique d'Éric Zemmour. Voilà. Je l'attendais. Je savais bien. Alors là, vous avez fait quand même un saut d'à peu près 30 ans. Enfin, bon, on peut venir à Éric Zemmour volontiers. Par exemple, oui. Alors. Écoutez, de Pierre Dabzi à Éric Zemmour, ça ne me choque pas, moi. Je ne sais pas si ça leur est choqué. Ce qu'ils ont sans doute en commun, beaucoup, dans mon esprit, c'est cette indépendance de pensée et de parole aussi. Et de parole. Le mot indépendance va bien, c'est-à-dire c'est l'indépendance de pensée et la lutte pour l'indépendance de la France, en fait. Oui, totalement. Ce sont des vrais patriotes. Après, les égarements d'une campagne, les aléas aussi, et tout un tas de choses ont fait que je n'ai fait qu'un passage assez comme une éclipse. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu y faire tout ce que j'aurais souhaité y faire pour l'aider. Mais, pour aider Éric Zemmour. Pour aider Éric Zemmour. Mais bon, voilà. C'est vrai que nous partagions, quand nous en avons parlé un peu en amont, beaucoup d'idées sur les questions internationales ça me semblait très cohérent, moi. Oui. Et surtout, où ailleurs? Qui d'autre? Voilà. Donc c'était un vrai sujet, ça. Pour moi. Préférez peut-être que je vous présente comme présidente, fondatrice d'abord, et présidente de Géopragma. Comment définir Géopragma? C'est votre carte d'identité, j'aurais dû commencer par ça. Aujourd'hui, oui. C'est plus durable déjà. Bon, alors, c'est un think tank, c'est un cercle de réflexion, va-t-on dire. Oui. Bon. Oui, d'accord, mais enfin, il faut quand même s'identifier. On fait des partenariats avec des homologues étrangers. Enfin bon, il faut bien, malgré tout, sacrifier un peu à cela. Non, je ne parle pas chinois, mais je parle anglais tout de même, c'est assez utile. Donc, Géopragma... C'est très utile, oui. Bon, passons. Mais non, on peut avoir les deux. On peut être... je pense être très puriste et très attaché à ma langue. Après... Parler anglais, vous savez, ça détruit beaucoup l'esprit. Ça détruit beaucoup l'esprit, oui, je crois. Il ne faut surtout pas parler anglais. Tout ce qui est anglais pervertit l'âme et le corps. Je vous rappelle que j'ai un peu de sang anglais, en fait. Je vous ai expliqué. Anglais, oui. Oui, tout de même, oui, mais ça, c'est ce qu'on m'a dit dans ma famille. Mais malgré tout, si je creuse un peu... Bon. Donc, alors, Géopragma. Donc, Géopragma, c'est un think tank qui, j'ose le dire, est seul dans son genre en France, qui est jeune, qui n'a que 5 ans, qui n'a pas de moyens financiers lui permettant de se développer comme il le devrait. Mais c'est vrai. Qu'on se le dise. Je n'ai pas de mécène français, je ne veux pas... Faites payer vos articles, il y a de très bons articles sur le site Géopragma. Il faut qu'on pense à tout cela. Bon. Néanmoins, nous avons survécu ces dernières années et nous avons réussi à, je crois, un peu exister, même si c'est pour être souvent critiqué, dans le microcosme des cercles de réflexion français. Je dirais que, moi je veux voir Géopragma comme un pionnier, comme un éclaireur. Et un éclaireur, pourquoi? Eh bien, pour ce que j'appelle de mes voeux, désespérément, en hurlant un peu dans le désert jusqu'à présent, la refonte totale de notre approche des questions internationales et stratégiques. Voilà.
pour la France, je parle de la France. Moi, c'est quand même la France qui m'intéresse avant toute chose. Donc pionnier éclaireur, et pour le reste, eh bien, essayer déjà d'être identifié, et ça, c'est en cours, par le reste du monde, tout continent confondu, que ce soit de l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit dans des pays aujourd'hui maudits, comme la Russie, la Chine, l'Iran, enfin des endroits infréquentables, paraît-il, comme un lieu de dialogue, d'échange de perceptions, de diplomatie publique, ou, si c'est nécessaire, à la disposition de mon État, de ma nation, de diplomatie parallèle. Pourquoi pas? Puisque nous tissons des réseaux, nous sommes un endroit finalement qui est de plus en plus, je crois, identifié comme peuplé. Géopragma, vous voulez dire? Oui, géopragma, je parle de géopragma. Pas Paris en règle générale. Ah non, je parle pas de la France, je parle juste de géopragma. Un endroit où il y a un certain nombre de gens qui pensent librement, qui osent dire ce qu'ils pensent, qui ont une analyse, certes, complètement hors des sentiers battus, mais en même temps, le monde, la réalité, les temps présents nous servent. Parce que jusqu'à présent, tout se passe à peu près, qu'on le veuille ou non, dans le sens que nous avons ébauché, annoncé. Alors vous êtes déjà aidé des années. dans cette entreprise depuis sa fondation, Oui. Citons son nom, puisqu'il a déjà participé à nos conversations, aidé par le général Pinatel, qui est votre vice-président, je crois. Qui est mon vice-président. En fait, il y a deux vice-présidents. Le général, Jean-Bernard Pinatel, qui est un homme de grande expérience et en même temps de grande simplicité. C'est un grand plaisir de travailler avec lui. Et j'ai un autre vice-président qui est une vice-présidente, qui est Patricia Lalonde, qui est un ancien député européen, notamment, mais qui est d'autant plus précieuse qu'elle a elle-même fait une véritable révolution intellectuelle et qu'elle a connu à travers sa vie professionnelle. Elle est passée, en fait, d'une sorte d'atlantisme naïf, mais convaincu, un peu le droit de l'homisme aussi, un peu tout, enfin en faisant des choses fort intéressantes et utiles d'ailleurs, jusqu'à un réveil, si j'ose dire. Je ne parlerai pas de wokisme, mais un réveil vers le réalisme et vers le pragmatisme de l'analyse. Oui. Voilà. Et donc, géopragma, c'est pragma. Bah oui, c'est pragmata, quoi. C'est-à-dire le réalisme. Voilà, on sort de l'idéologie et on voit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on ne peut rien faire. On est pieds et poings liés d'un côté ou d'un autre. Que ce soit, on nous accuse d'avoir des allégeances étrangères, etc. Mais quelle qu'elle soit, à partir du moment où vous n'êtes pas dans les faits, où vous ne vous astreignez pas à une véritable analyse, et moi j'ai été formée comme ça, je n'ai fait que ça pendant 10 ans dans les services du Premier ministre, où là, après il y avait la politique, l'idéologie, on suivait ou pas mes conseils, d'ailleurs rarement, il faut bien le dire, mais l'analyse, c'est la base. Les faits. Sinon, on vit dans une réalité c'est ça, la géopolitique. Parallèle. Ce mot est un peu récent, géopolitique, mais comment peut-on le définir? C'est l'intelligence du monde, réaliste du monde, et c'est pas le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, ou tel qu'on voudrait que soit une politique inspirée par la morale ou inspirée par une sorte de... Ah mais ça ne sert à rien, ça ne produit que des drames. Ça ne produit que des drames. Et là maintenant, on commence à le payer cher, très très cher, s'agissant de notre place sur la scène internationale. Non, la géopolitique, c'est une manière d'analyser et de comprendre le monde, et les hommes aussi, et les cultures, et les civilisations, à partir d'une vision de leur histoire, de leur géographie, de leurs constantes, de leurs préoccupations. Il faut s'intéresser aux autres.
Oui, sans décider qu'il y a des mauvais et des bons. Voilà, mais ça n'a aucun intérêt, les mauvais et les bons. Vous avez acquis une grande notoriété ces dernières années. C'était pas tant dû à votre rôle auprès d'Éric Zemmour, un peu par le rayonnement de Géopragma, beaucoup par le courage avec lequel vous avez prononcé quelques vérités sur le Proche-Orient. Je crois que vous revenez de Syrie, je voudrais que nous en parlions du Proche-Orient, sur le conflit en Ukraine. Je ne sais pas comment l'appeler, guerre, pas guerre, guerre, mais plus limitée qu'on le pense, et surtout parce que vous avez presque prophétisé, c'est très repris maintenant, le basculement du monde. L'année 2023 confirme ce que Caroline Galacteros, j'en témoigne, annonçait au fil de nombreuses conférences, parce que vous ne rechignez pas quand on vous appelle. Vous avez annoncé le basculement. C'est mon faible. Oui, vous y allez au combat quand on vous appelle. Au combat. On peut voir sur Internet, j'incite tout le monde à le faire, vos conférences données ici ou là depuis des années. Alors, le basculement du monde, nous allons y revenir. Mais je sais que vous revenez de Syrie, j'aimerais qu'on commence par un des éléments d'ailleurs de ce basculement du monde, dont on parle peu, et qui est en train de... Il y a un remue-ménage terrible au Proche-Orient, qui est en train de modifier la donne à notre détriment, en tous les cas au détriment des États-Unis. Je suis obligé de penser les deux, puisqu'on est accrochés l'un à l'autre, tout au moins la France est accrochée, vous l'avez assez dit, à la diplomatie états-unienne. La Syrie, donc, mais aussi l'Iran, où vous êtes allé. Racontez-moi votre périple de juin. 2 jours de débat, nous étions les seuls Européens. C'est quand même très grave. Un signe de notre isolement. Oui, mais un signe aussi du fait que Géopragma doit aller au contact. Mais oui, doit aller au contact. Si on ne le fait pas, personne ne le fait. Et d'être reconnu comme interlocuteur par tout le monde. Absolument. Ce qui n'est plus le cas de beaucoup de gens en France. Non. Donc, nous avons pu écouter et participer à des débats tout à fait passionnants. Et surtout, alors, sur cette nouvelle géométrie, sur les intérêts des uns et des autres, sur la manière dont ils voient l'Occident, sur la façon dont ils voient l'Europe, sur les liens à nouer, renouer, ou au contraire à distordre et distendre. Donc c'était un court séjour, c'était vraiment pour cet événement-là, donc très frustrant par rapport à la découverte de l'Iran naturellement, mais ce qu'on en peut ressortir, ce qu'on peut dire facilement de cet événement, c'est qu'on sent bien cette bascule-là, elle se voyait, mais comme une maison, elle était énorme. L'Iran revient dans le jeu par le biais d'une alliance, en tous les cas d'accords récents, avec l'Arabie Saoudite. Avec l'Arabie Saoudite, inattendu, sous les auspices de la Chine et dans le cadre d'un gros accord avec la Chine. Aujourd'hui ou hier, il vient de rentrer de nouveau dans l'organisation il vient d'entrer dans l'organisation de coopération de Shanghai, qui est un énorme bloc dont on ne parle absolument pas plus qu'on ne parle ici de l'Union économique eurasiatique. Enfin, alors, on est coupé. Parlez-nous de cela, parce qu'il faut que quelqu'un le fasse. Le problème, c'est que les Européens sont tellement dans cette posture autiste et indignée, et furieuse, et humiliée, et jalouse, à vrai dire, vis-à-vis de toute l'autre partie du monde, Moyen-Orient, qui galope sans nous, qui coagule, j'allais dire, grâce à nous, et de plus en plus contre nous, puisqu'on ne fait rien vers elle. On est dans des postures d'hostilité, d'éloignement, de donneur de leçons, ça on ne peut pas s'en empêcher, on continue, on ne voit pas que non seulement ça ne porte plus, mais ça agace maintenant singulièrement, et surtout les grands pays qui structurent cet autre monde, cette bascule du monde, n'ont plus du tout l'intention de se laisser ni sermonner, ni donner des leçons sur leur régime. Enfin, tout ça, c'est fini. C'était le post-guerre froide, les années 90, le passage de la bipolarité à l'unipolarité américaine. Ça a marché jusqu'au 11 septembre à peu près, et depuis ça se délite. Bizarre que ça ait marché, parce qu'on a donné des leçons à la Chine ou à l'Afrique, alors qu'on s'est très mal comporté nous-mêmes. Mais absolument. C'est les donneurs de leçons qui sont les premiers coupables, en réalité. Mais comme toujours. La Chine ne l'a pas oublié. La Chine ne l'a pas oublié.
Mais donc, On l'a il y a dépecé maintenant... au 19e siècle et au 20e, on lui donne des leçons, c'est quand même bizarre. Mais en tout cas, on ne peut plus le faire. Ça, c'est clair, et on ne devrait pas le faire. Ça ne sert à rien. Ça ne fait que durcir les positions Contre nous. et manifester un rapport de force qui nous est extrêmement défavorable. Ça ne veut pas dire passer d'une américanolatrie à une sinolatrie ou je ne sais quoi. Il ne s'agit pas de changer d'allégeance, pas du tout. On est aujourd'hui, je pensais à cette expression tout à l'heure en imaginant un peu notre entretien, je pense qu'il y a beaucoup de pays du monde aujourd'hui, dans cet ordre multipolaire de fait, qui, entre guillemets, ne seront plus obligés de suivre le menu, mais vont pouvoir choisir à la carte leurs alignements, leurs rapprochements, selon les circonstances, selon les sujets. Voilà. Pas de pilotage automatique. Non, c'est fini. C'est-à-dire, on ne peut plus prendre derrière soi de manière autoritaire, définitive et sans que les gens n'aient leur mot à dire, les pays dans son escarcelle, sous son aile ou sous sa paire d'ailes, et puis dire vous obéissez, et puis c'est comme ça. Il n'y a plus que nous en Europe. La France. Et non, il n'y a plus que les Européens qui ont cette tendance, qui est à mon avis la marque d'une immense faiblesse collective et d'ailleurs individuelle des États de plus en plus grandes, qui ont besoin de cette espèce de parapluie soi-disant protecteur américain qui en fait ne fait que nous pousser pour l'instant dans un piège terrible, un piège économique, un piège énergétique, un piège géopolitique, dont la guerre d'Ukraine est vraiment le centre, et le théâtre. On va y venir. Alors, on a oublié la Syrie. Parce que, du coup, je n'ai pas parlé de Syrie, j'ai parlé un peu d'Iran. Vous voulez que je parle un peu de Syrie? C'est ce que j'allais dire. Je reviens à la Syrie, mais je reviendrai aussi sur presque lapsus que vous venez d'avoir. Mais continuons sur la Syrie. Poursuivons sur ce voyage. La Syrie qui a été, elle aussi, réintégrée dans la Ligue arabe récemment, et qui est, elle, sortie, non pas certes indemne, ce serait idiot de dire cela, mais sortie malheureusement libre plus ou moins, dans la mesure où la tutelle russe est assez pesante malgré tout, d'une séquence visant à la détruire, comme a été détruit l'Irak, comme a été détruit la Libye. La Syrie s'en est mieux sortie, par une opiniâtreté. Je ne sais pas si elle s'en est mieux sortie, parce qu'elle est effectivement, comme vous le dites, détruite. D'abord elle est détruite. Ça se voit. Ensuite, à Damas, elle est sous... Alors, à Damas, c'est extraordinaire. Il y a c'est comme une beauté qui ne demanderait qu'à revivre, si vous voulez. Très belle ville. C'est une ville magnifique. C'est une ville où on sent cette résistance, on sent cette force d'avoir résisté. C'est ça. Parce que 12 ans de guerre, 12 ans de véritables déferlantes islamistes. Oui. Déferlante islamiste, parce qu'il s'est agi de détruire la Syrie, de la démembrer. Bon, et on était à la manœuvre aussi. Il faut arrêter de se raconter des... On a eu des ministres très allants, comme oui, on a eu des ministres Fabius. extrêmement allants. Donc, l'idée, c'était de punir la Syrie, d'avoir choisi les mauvais tracés de gazoducs et d'oléoducs, bon, ça c'est certain, mais aussi de ne pas pouvoir ou vouloir se réconcilier avec Israël dans le cadre de tout un plan qui est bien plus large, mais qui vise toute la zone. Et la Syrie a résisté. Elle a résisté évidemment pas toute seule, puisqu'elle a failli vraiment tomber en 2015. Elle a failli tomber. Les Iraniens ne pouvaient pas tout seuls... Quand Poutine vint à la rescousse. Voilà. Et la Russie est arrivée à la rescousse. La stabilisation s'est faite. La récupération de la souveraineté des autorités du régime syrien sur à peu près 80% du territoire s'est faite. La population qui reste en Syrie, je ne parle pas des millions de réfugiés qui sont au Liban et ailleurs, mais la population est sous la protection véritable de ce régime que l'on voue, nous, aux gémonies, et dont on fomente encore aujourd'hui la perte. Parce qu'il faut quand même dire que la Syrie aujourd'hui,
elle est sous sanctions, sous des monceaux de sanctions. Les lois César font que n'importe quel pays qui veut aider la Syrie devient lui-même interdit de commerce avec un tas d'autres, bien sûr les États-Unis, mais pas seulement. Donc il y a l'extraterritorialité là américaine continue à faire des ravages. Ensuite, il y a toujours des forces américaines en Syrie. Il faut dire ce que c'est-à-dire la pénalisation de toute entreprise qui travaille avec ou dans un pays pointé du doigt par Washington. Et je pense, on en reparlera peut-être, que c'est précisément cette volonté américaine d'imposer à travers cette extraterritorialité et tout l'arsenal juridique qui va avec, sa volonté à la planète, qui la perd et qui a largement aussi permis, motivé et justifié la bascule du monde. La nécessité pour les autres de dire mais ça n'est pas possible, carcan, ouais. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas mourir. Bon. Oui. Donc la Syrie, elle est toujours sous sanction, elle est toujours occupée par des forces qui n'ont rien à faire sur son territoire. Il y a des Turcs, américaines, il y a des Turcs et des Américains. Et des Américains. Oui, mais les Russes, ils sont invités. Oui. Les Iraniens sont invités. Les Américains et les Turcs, ils n'ont jamais été invités. Oui. Bon. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, on lui pompe son pétrole, quand même. 80% du pétrole syrien part en Irak, via les Kurdes et tout ça, via les Kurdes. Ensuite, autour des bases américaines, des emprises américaines, qui sont assez nombreuses encore en Syrie, certaines beaucoup plus grosses que d'autres, mais tout de même, il y a des islamistes qui sont toujours là, des gens d'ISIS, des gens d'Al-Qaïda, sous toutes ses formes. Hein. Moi, j'avais écrit à l'époque un article, je ne sais plus, je l'avais appelé le camailleux de verre. Enfin, on a tout le camailleux, voilà. Donc, puisqu'il s'agit de redorer le blason des uns par rapport aux autres. Donc, on a créé des très très méchants, des un peu moins méchants, des un petit méchants. Et d'autres qu'on s'autorise à armer, d'ailleurs. Voilà, ben bien, ça, on les arme tous. On arme tous les islamistes, tous. Donc, ce conflit syrien, c'est quelque chose d'absolument scandaleux, en fait, ce qui se passe aujourd'hui. Et on ne veut pas que la Syrie s'en sorte. Il y a eu encore, ici même, à Paris, à l'Institut du monde arabe, il y a un mois, une coalition de la société civile, parrainée par nos autorités, financée par toujours le même, celui qui veut remplacer Bachar el-Assad depuis déjà fort longtemps, au moins 10 ans, qui... Manipulé par les États-Unis. En connivence, qui a dit, voilà, il n'est pas possible que la Syrie s'en sorte comme ça, finalement. Il n'est pas possible que la Syrie redevienne souveraine, parce qu'elle n'est pas démocratique, parce que ce régime est épouvantable, parce que c'est le boucher de Damas, parce que ci, parce que ça. Enfin, les millions de Syriens qui restent en Syrie aujourd'hui, ils sont bien contents d'être protégés par l'armée syrienne. Hein. Bon. Donc on est toujours dans ce mensonge énorme. Et il y a des parallèles à faire avec l'Ukraine aujourd'hui, évidemment, dans ce mensonge total sur ce qu'a été notre action, ce qui a pu la motiver, et la soi-disant prétention à apporter le développement, la démocratie, la liberté. On a vu les résultats en Libye, en Irak, extraordinaires. Voilà. Là, vous avez déjà, dans l'affaire irakienne, dans les années 90, vous aviez déjà dans les brocards. Oui, c'est mon tout premier article. Tout premier article dans la revue de Pierre Dabzi, dans la revue de la FEDN, la Fondation pour les études de défense nationale, qui s'appelait Stratégique. Stratégique, oui. J'avais fait un petit article, oui, en 92, bah oui, au tout début. Avec, je crois, Hervé Couteau-Begary, un autre de nos amis communs qui en était directeur. Ah oui, que j'aimais beaucoup, qui était tellement brillant, décédé intelligent. Il y a 10 ans, hélas, professeur aussi à l'école de guerre. Véritable professeur. Ah oui. Moi, je dirigeais juste des séminaires. Mais enfin, je l'ai fait quand même. C'était un grand éclaireur, lui aussi. Oui, très grand éclaireur. Avec un grand prestige, stratégie qui prouve maritime. que il est toujours possible de rayonner. Grand prestige dans le monde. Il était décoré par un nombre d'académies indiennes, brésiliennes, etc. On a vu ça lors de ses obsèques. Il était formidable. Où nombreuses académies navales, notamment, avaient du monde entier dépêché des représentants. Oui. Bon, alors, tout à l'heure, vous avez commis un demi-lapsus. Mince. Qu'est-ce que je dis ? Non, mais vous avez dit... ouvrons une petite parenthèse dans notre conversation. Vous avez dit l'Europe est aveugle, elle a peur, elle est jalouse, et même, disiez-vous individuellement,
chaque État, mais ça, c'est pas individuel. Est-ce que c'est pas les individus européens qui sont en train de sombrer dans le goût du mensonge, la lâcheté, le mensonge pour cacher la lâcheté, la déréliction, vous avez prononcé ce mot qui est très fort. Est-ce qu'il n'y a pas un petit aspect moral dans l'abandon de l'Europe par elle-même, de la France par elle-même? Je dis ça parce que il y a un renoncement. Vous m'avez beaucoup étonné quand je vous ai demandé de vous donner quelques signes de piste pour signaler votre parcours intellectuel. Je suis tombé sur Nietzsche, par-delà le bien et le mal, la généalogie de la morale. Oui. Mais ça ne veut pas dire, vous savez... Votre père était philosophe, mais vous aussi un peu, enfin vous aimez la philosophie. Mais bien sûr, mais je lisais aussi Kant, je lisais aussi... Mais bien sûr, mais en Hippocagne et en Cagne, ça c'est Cagne, Hippocagne. On a quand même un sacré programme. C'est bien programme. de commencer par l'histoire et la philosophie. Voilà, hein. donc je lisais tous, et ce sont des cadeaux de mon père d'ailleurs. Ah oui. Les œuvres de Nietzsche et celles du général. Comment est l'homme européen? L'homme européen aujourd'hui? Vous savez ce que disait Nietzsche, un de vos auteurs favoris? La lâcheté est le trait dominant de l'homme moderne. Ben oui, mais c'est ça. C'est pas ça? Mais c'est ça. Il y a très peu de courage. Et il y a en fait un renoncement à soi-même, individuellement d'une certaine façon. Culpabilité? Collectivement. Je ne sais pas si c'est de paresse, la culpabilité, paresse, oui. Goût du plaisir. C'est difficile d'aller contre le courant. Oui, oui. Et puis, esprit de jouissance, comme disait le maréchal Pétain. Voilà. Oui, je sais pas si le désir de jouir sans entrave, voilà, pour reprendre une autre allusion, vous faire allusion à une autre époque. Oui, mais Qu'est-ce qui nous arrive, Caroline? Mais je pense qu'on a oublié que nous étions, nous aussi, pays européens, des nations, des peuples, que nous avions une histoire, que nous avions, avant d'être l'Europe en tant que telle. Pourquoi cet oubli de soi? Mais parce que ça fait 70 ans qu'on nous explique que le salut est dans le rassemblement maximal, que, vous savez, c'est comme... L'union fait la force, c'est-à-dire les autres sont chargés de tout. C'est l'extension et la compréhension en philosophie, quoi. C'est-à-dire, ça n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas parce qu'on est très étendu qu'on est approfondi. On ne peut pas avoir les deux en même temps. C'est le mot l'oreiller européen, ça. C'est et faux. atlantiste. Et atlantique. Oui. Donc, il y a cette défausse américaine et otanienne, qui est effectivement la facilité, bien sûr, pour beaucoup de pays européens. Ce qui est plus grave, c'est que quand ça s'adresse à nous, quand ça nous touche, nous, France. Parce que nous avons non seulement des armées, un passé, une industrie, une capacité, un discours, une histoire, enfin bon, avec des zones d'ombre, bien sûr, mais enfin la repentance, la victimisation, mais à quoi ça sert tout ça? Alors, on voit, moi ce qui me frappe, c'est que les pays qui aujourd'hui sont en train de... Ils sont plus au stade de l'émergence, ils ont émergé, ça y est, donc qui sont en train de dominer, de prendre la main sur l'ensemble du monde. Parce qu'il faut se placer à 5-10 ans. On est dans la dédollarisation, tout ça, mais tout ça va continuer, ça ne va pas s'interrompre maintenant. Tous ces pays-là, ils assument parfaitement la complexité de leur histoire, son côté tragique. Ils assument l'idée de souveraineté qui est pour eux la valeur, la vertu cardinale. Ils essaient de tenir évidemment leur peuple dans ce souffle, ce qui est difficile parce qu'en même temps, oui, l'esprit de jouissance et tout ça, ça existe, et l'exaspération de l'individualisme. Sur toute la planète, l'esprit de jouissance. Voilà. Donc, bien sûr, c'est un combat pour eux. Le mode guerrier, c'est-à-dire l'éthique guerrière, c'est un peu évaporé partout. C'est vrai. Mais je pense que à ce jeu-là, nous perdons. Oui. Parce que les êtres, si vous voulez, si vous n'avez plus de passé, si tout est sujet à caution, si vous n'êtes pas capable de regarder le passé de votre pays depuis 1 siècle, 2 siècles ou 10 siècles, tel qu'il a été. Enfin, c'est comme de vouloir récupérer les œuvres d'art dans les musées, la colonisation, mais enfin, l'histoire du monde entier est comme ça. Oui. C'est Polémos. Ah oui. La polémologie.
C'est pas les mots, La c'est guerre le est mère rapport de de force, toute c'est la chose. guerre, c'est l'affrontement, c'est... La guerre est mère de toutes choses. Oui. Je comprends qu'à côté de Nietzsche, vous ayez mis sur cette table les mémoires du général Oui. de Gaulle, parce qu'il répétait que, très souvent, la guerre est mère de toutes choses, en bon classique, en grec d'ailleurs, parce que les Grecs répétaient ça. Exactement. Vous avez prôné un rééquilibrage des échanges européens, notamment avec la Russie. Donc vous étiez prédisposé à comprendre mieux que d'autres, en tous les cas pas sous l'angle de l'idéologie, ce qui se passait en Ukraine, et ce qui se passait bien avant l'intervention russe d'ailleurs. Oui, oui, mais parce que l'idéologie... Là, vous y êtes allé fort, hein? Oui, mais parce que... Parmi les premières, enfin. Mais oui, mais ça fait longtemps. Je pense qu'un des premiers articles que j'ai écrit publiquement, là, en 2014, c'était Le crépuscule de l'Occident et c'était Le dépit amoureux. Enfin, je ne sais plus le titre exact, c'était pour Le Point. Ah oui, parce que vous avez été chroniqueuse au Point très longtemps. Quelques années, oui, jusqu'en 2018, puis après... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais pas. On a considéré que, bon, un peu trop ça indépendant suffisait, la d'esprit. Galactéros, bon, voilà. Donc, mais... Oui, mais ça, je suis habituée, on me fait beaucoup de mauvaises choses. Et oui, très, Caroline, très mal. je sais. Mais que voulez-vous, c'est la rançon de la liberté. C'est la rançon de l'admiration Voilà. que vous inspirez à beaucoup de gens. C'est gentil. Alors mais donc, oui, donc l'Ukraine, j'étais- la Russie, bah, si vous voulez, c'est tout simple. Moi, dans la vie, ce qui me motive, c'est servir. Bon, ça c'est vrai depuis petite, c'est vrai. Servir à quelque chose, Bravo, colonel. être utile et servir bien sûr mon pays. Bon, je pars du principe qu'un pays comme le nôtre, pour servir, pour être utile au monde, puisqu'on prétend avoir en plus un discours Il faut le prétendre. universaliste, non mais on peut, si on est utile. Pour être utile, il faut assumer une forme de liberté, de pensée et d'action et de manœuvre. Ça va ensemble. Bon, c'est un peu militaire, mais c'est un peu ça. Il y a aussi l'économie des forces, et Dieu sait si on doit, au sens propre et figuré, y veiller. Mais en tout cas, pour faire cela, on ne peut pas s'aligner. Notre vocation, notre nature, notre essence est le non-alignement. Si aujourd'hui, dans le conflit tel qu'il est, dans lequel nous nous sommes laissés embarquer, mais comme voilà, à bride abattue. À grands frais d'ailleurs, parce qu'il a coûté très cher cette guerre. On a enlevé les étriers, puis hop, on est sur le cheval. Là. Bon, ben, très bien. Et on est accroché à la crinière et on ne sait plus très bien où ça va et c'est dramatique. Une belle image. Donc, oui. Donc, si on veut faire quelque chose, il faut qu'on reprenne un peu de quant à soi, un pas de côté et qu'on regarde les choses en dehors de toute la passion, de toute la folie et de toute l'intoxication, la propagande dans laquelle nous, non seulement nous entretenons les malheureux Français et Européens, mais nous-mêmes, nous nous intoxiquons. Parce que ça n'est pas seulement grave pour des politiciens, c'est grave parce que c'est grave pour nous, c'est grave pour nos concitoyens, et c'est grave parce que du coup, on n'a plus qu'un mode possible, c'est la fuite en avant. Et là, nous en sommes à un point de ce conflit où, militairement, je dirais, c'est plié, c'est clair. Alors dites-le quand même, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Si vous voulez, quand même, les Ukrainiens, l'armée ukrainienne, est en piteux état. Ouais. Elle est sous perfusion totale. Je ne parle même pas du pays lui-même. Et donc, on devrait beaucoup négocier. De supplétifs, beaucoup de mercenaires payés par l'étranger. Justement, on devrait négocier. Mais négocier, on voit bien que ni Washington, encore moins Londres presque, ne le souhaitent. Et les Ukrainiens, eux, ils décident ce que leurs financiers vont leur permettre de faire ou pas. Pour négocier, il faut négocier sur la base du réel. Enfin, toutes les négociations se font sur la base du rapport de force militaire réel sur le terrain. Or, ce rapport de force est évidemment, de manière... c'est manifeste, et tout le monde le sait bien, défavorable à l'Ukraine. Donc, c'est là qu'on voit... À Kiev.
Au gouvernement de Kiev. Oui, enfin, au gouvernement de Kiev, qui lui-même, je trouve, en prend très à son aise avec la jeunesse ukrainienne en l'envoyant au casse-pipe et au hachoir à viande russe pour continuer, pour avoir des victoires, pour continuer à pouvoir demander de l'argent, pour continuer à pouvoir demander des armes, pour que ça dure, pour ne pas mourir, pour que la clique au pouvoir et pour ne pas révéler certains poteaux roses. Parce que pour les États-Unis, vous disiez que Londres était plus intransigeant, mais aussi bien Londres que Washington, et les caciques de ces deux capitales sont mouillés jusqu'au cou en Ukraine, avec des malversations, car c'est un gouvernement un peu fantoche depuis l'origine, donc très facile à manipuler par l'Occident. Comme le précédent d'ailleurs, depuis 2014. Oui. C'est très étonnant, d'ailleurs, la démographie parle. L'Ukraine, qui n'a pas vraiment été un pays dans l'histoire, enfin, deux fois un État, une fois créé par Lénine, qui a duré 3 ans, une fois créé par Hitler, qui a duré 3 ou 4 ans, jusqu'à la reconquête par les troupes russes et le reflux du nazisme. Enfin, le reflux du nazisme, mais il reste pas mal de nazis en Ukraine, justement, n'est-ce pas? Poutine n'a pas tort là-dessus. Quand l'Ukraine a été recréée en 91, je crois, elle comptait 42 millions d'habitants, tellement artificielle, tellement fantoche, tellement disparate, fait de peuples qui ne cohabitent pas bien ensemble, que avant même l'intervention russe, ces 42 millions n'étaient plus que 36 millions. Et aujourd'hui, on est à 31 ou 32 millions. C'est-à-dire que c'est un pays je pense que c'est encore beaucoup. Ou peut-être pas à peine 30 millions, c'est-à-dire 12 millions de personnes sur 42 ont fui ce pays, et dont la plupart avant l'intervention russe. C'est dire qu'il était très bancal. Et que justement les prévarications et les manipulations par les gouvernements occidentaux, par Biden et sa famille et son fils aussi, qui se sont beaucoup enrichis en Ukraine, sans compter que l'Ukraine était un terrain rêvé, sans contrôle pour quelques expérimentations chimiques, biologiques, etc. Je n'ai rien à dire, vous le dites très bien. Oui, mais je suis à l'école Galacteros, moi je ne fais que répéter. Non, mais bien sûr, il y a des dossiers extrêmement lourds, et ça pousse à la surenchère. Et oui, on ne peut pas parce que le poteau rose est gros, mais s'il se casse, ça peut faire très mal. Il y a des élections américaines dans 15 mois. Voilà, ça va aller très très vite. Donc, tiens, voilà une question que je voulais vous poser. Élection de Trump, il a dit en 8 jours je règle la question ukrainienne. C'est un peu ce que vous nous dites, c'est tout à fait possible. Et lui, il n'aura pas les fils à la patte qu'ont les. Non, puis il s'est fait avoir une fois. Il a eu le Russiagate une fois, parce que dès qu'il est arrivé comme président en début 2017. Oui. Immédiatement. Il a été élu en novembre 16 et a pris en février. Ses fonctions en janvier 2017. Oui, janvier 2001. Il a tout de suite dû faire face, sous des prétextes complètement fallacieux, et tout cela a été démonté au fil des années et vient d'être démonté par un énorme rapport là aux États-Unis, dont personne ne parle naturellement. L'ordinateur de Biden Junior. Oui, il y a ça. Non, mais il y a. Enfin bref, en tout cas, le Russiagate, qui était soi-disant l'opprobre qui s'est abattu sur lui parce qu'il aurait eu des liens, des rapports, des dépendances vis-à-vis de Moscou, etc. Tout ça, ça visait à empêcher un rapprochement, avec Moscou. En tout cas un dialogue, une capacité de parler avec la Russie. Or, le résultat, on l'a aujourd'hui. Le résultat, c'est le partenariat no limit, là, je ne sais plus comment ils l'appellent, les Chinois, entre Pékin et Moscou, contre l'Occident et contre les États-Unis. Pékin, Moscou. Oui. Trump était celui qui avait compris qu'il fallait justement sortir la Russie et l'arrimer, comme elle l'avait d'ailleurs souhaité elle-même depuis une bonne quinzaine d'années, et de manière très explicite par Vladimir Poutine quand il est arrivé au pouvoir. L'arrimer à l'Europe, l'arrimer au pôle de l'Occident, dont elle se considérait un morceau,
certes puissance eurasiatique, mais Et puissance Vladimir aussi Poutine européenne. se veut occidental. Oui, maintenant de moins en moins. Mais Là. à l'origine, il voulait oui. ancrer la Russie Voilà. en Europe, Voilà. comme Gorbatchev d'ailleurs. Il a fait d'innombrables concessions, avances, propositions. Bon. Donc le plan est clair. Le plan, c'est toujours le vieux plan de Munich containment 2008, et de d'ailleurs. démembrement. Oui, jusqu'en 2008, oui, à peu près. Munich, oui. Là, il a commencé à dire ça suffit, Géorgie, dit, machin, ça commence à suffire. Et c'était la première fois qu'on disait à l'Ukraine et à la Géorgie, vous pourrez rentrer dans l'alliance. Là, il a dit, là, c'est vraiment trop. Là, on a laissé faire 5 vagues d'élargissement. Là, ça va s'arrêter, là, maintenant. Surtout qu'on avait C'est la promis ligne que rouge. l'Estonie, la Lituanie n'entreraient jamais, etc. Et qu'on personne n'a tenu la voilà, promesse. on s'est moqué quand même très clairement de la Russie et bon, de leur naïveté, bonne foi, optimisme, je n'en sais rien. Alors là, on est peut-être dans le cœur du sujet. Parmi Absolument. vos livres, The Book. un grand livre, je ne savais même pas qu'il était paru en poche, Ah oui, chez Pluriel. Brzezinski, Le Grand Échiquier, c'est ce que vous nous dites, et c'est ce qu'il disait. 1997, je crois que c'était ça, l'année d'édition. Oui. Je l'avais lu à l'époque d'ailleurs. Je pense que tous ceux qui Tout s'intéressent est à la écrit. géopolitique n'ont pas pu le lire parce que tout est écrit. Tout est écrit. L'idée, c'est que les États-Unis devaient absolument faire main basse sur la Russie, non pas simplement pour ses propres richesses, Non. c'était déjà un but de guerre, non pas simplement, mais c'est un autre but de guerre contre la Russie aux yeux des Américains et des néoconservateurs, on les appelle comme ça, enfin les faucons, qui ont inspiré la politique de beaucoup de présidents, sauf celle de Trump. Pour couper l'Europe en deux, pour que l'Europe ne redevienne surtout pas le centre du monde et que la Russie ne coopère pas oui. Ça, avec l'ouest du continent. À ce moment-là, c'était une perte d'influence pour les États-Unis assurée, et surtout pour que la Chine, en troisième lieu, troisième but de guerre, ne s'installe pas en Sibérie avec ses immenses ressources, parce que c'était une carte énorme donnée à la Chine, qui en a déjà beaucoup. Alors vous êtes allé en Sibérie aussi, oui, c'est vrai. Et vous dites, mais déjà la Chine est très installée. J'ai lu ça dans Géopragma. Oui, mais enfin, je suis pas sûre d'avoir parlé de la Sibérie, je me souviens plus, c'est probable. J'ai lu un article c'est disant que possible. les Chinois étaient déjà très installés. Où êtes-vous allé? Non, mais il faut comprendre, en fait, le rêve géopolitique de toutes les puissances a été très bien exprimé par Spykman et par Mackinder au tournant du fin 19e, début 20e. C'est cette histoire de Heartland, c'est-à-dire l'Eurasie, il faudrait qu'on ait une carte ici, l'Eurasie qui va de la Chine à Brest, voilà, de la Chine à Brest, c'est le cœur du monde. Celui qui domine cela est maître du monde. C'est ce que pensait Hitler d'ailleurs. Donc, oui, mais tout le monde. Bon, c'est une vieille idée. Bon. Donc, les Chinois sont en train de montrer qu'ils vont pouvoir la dominer de manière continentale. Et c'est le projet des routes de la soie. Pas se leurrer. Même s'ils émaillent tout cela de ports, etc., ils essaient de contrer la domination aussi maritime américaine. Anglo-saxonne. Donc, c'est toujours cette conquête. Les Américains, ils avaient ce qu'on appelle, ce que les géopoliticiens anglo-saxons appellent le Rhineland. Et le Heartland, c'est l'Eurasie. Donc, tout le monde veut faire tout pour exploser l'Eurasie, pour la fragmenter. Donc, couper l'Europe de la Russie, couper la Russie de la Chine, couper la Chine de l'Europe. Bon, voilà. Bon. Donc, ça, c'est le j'allais dire, c'est le cerveau reptilien anglo-saxon. C'est le truc qui est là, quoi. Bon. Comment faire? Ils y arrivent très bien au Moyen-Orient. Ils ont fragmenté. Aujourd'hui, ils y arrivent moins. Parce qu'un certain nombre d'États commencent à se dire nous avons intérêt à une stabilisation pour nous développer et donc nous devons faire des choses que personne n'attendait. D'où les accords entre l'Arabie Saoudite. Les tabous sautent. Les tabous l'Arabie sautent. Saoudite Voilà. et Qui l'eût cru. La réconciliation des chiites et des sunnites. Voilà. Donc, mais le cœur de l'Eurasie, c'est l'Asie centrale. Là, on voit bien que l'alliance que nous avons finalement conduite à exister
par notre bêtise et notre agressivité vis-à-vis de la Russie, cette alliance, elle est aussi compliquée parce que c'est un peu... c'est deux géants, mais pas géants de la même manière, si vous voulez, la Russie et la Chine. Et il y a quand même une disproportion, d'abord évidemment démographique, mais aussi dans les moyens, mais aussi dans le potentiel, etc. Mais on est en train on a formé ce couple, en fait, voilà. On les a mariés en voulant au départ, finalement, éclater l'ensemble. Donc on se tire des balles dans le pied sans arrêt. N'oubliez pas l'Inde, n'oubliez pas les autres puissances qui sont coalisées. Alors l'Inde, je pense que l'Inde, c'est en train de devenir la Turquie de l'Asie. Parce que je pense que les Indiens, qui sont aujourd'hui... C'est le pays le plus peuplé du monde, voilà, il faut dire, on en parle désormais le plus vous avez le monde peuplé. dans la tête, parlez-nous de tous les pays, parce que tout se tient. Oui, alors il faudrait peut-être plusieurs heures. Mais l'Inde, clairement... elle a compris, elle est aussi en train de sortir sous la férule de Modi, d'un certain nombre de difficultés qu'elle a dues à sa multitude, dues à ses modes, voilà, dues à ses modes politiques et sociaux, etc. Donc elle n'est pas du tout dans la même situation que la Chine. Mais c'est un géant, là, pour le coup, en émergence accélérée, on va dire, et qui a compris que peut-être il avait intérêt justement à choisir à la carte. Hein, c'est-à-dire très forte relation avec la Russie. Ah oui, l'Inde est très libre de ses alliances. Elle est alliée avec tout le monde en fait. Comme les Turcs, c'est ça, oui. C'est ce que je veux dire. Je fais ce parallèle qui a ses limites, bien sûr. C'est comparaison n'est pas raison. Mais c'est un peu un espèce d'État central, pivot, important pour tout le monde, et que tout le monde cherche à séduire, à s'accaparer, et qui va, du coup, à mon avis, fort bien tirer son épingle du jeu. Donc ça va être très très intéressant de voir la politique indienne, parce que les Américains font à peu près la danse du ventre pour essayer de séduire les Indiens. Enfin, en même temps, Poutine, lui, et puis la collaboration, la collaboration entre l'Inde et la Russie, est très très ancienne. Du temps de Gandhi déjà. Avec les Chinois, c'est encore un autre sujet. Avec le Pakistan, il y a aujourd'hui beaucoup de liens entre les Indiens et les Pakistanais, entre les Iraniens et les Pakistanais. Enfin, tout est en train de changer. En nous échappant. Et nous, complètement. Et nous, on continue à être borgnes. On ne veut pas regarder à l'Est ce qui se passe. On voue tout ça aux gémonies d'une manière générale. On s'imagine que l'Europe, c'est la panacée, ça va nous sauver de tout. Ultra, oui. Voilà. Et on ne prend pas du tout la mesure à la fois des opportunités et des dangers qui s'annoncent. Et on est pris dans cette espèce de conflit ukrainien où, franchement, qu'on aurait pu largement éviter, qu'on a tout fait pour ne pas éviter. Oui, notamment en n'impliquant pas les accords de Minsk. Les accords de Minsk, les négociations. Avant le morceau, c'était pas fait pour être appliqué, c'était fait pour neutraliser la Russie et armer l'Ukraine, les accords de Minsk. Voilà. Et après 8 jours de guerre, il y a eu aussi un round de négociations quand même très productif, jusqu'au moment où, comme par hasard, les deux négociateurs ukrainiens qui s'entendaient bien avec les Russes et qui étaient en train de mettre en place vraiment les bases d'un arrêt des combats, parce que l'opération militaire spéciale russe, elle n'était pas faite pour prendre l'Ukraine. Ça, c'est ce qu'on veut faire croire. L'invasion de l'Ukraine, il y a 17% du pays. Voilà, on le sait très bien quand on voit le dimensionnement, les forces. Il s'agissait de faire pression, il s'agissait de changer le pouvoir à Kiev, ça c'est sûr, et ça a échoué. Et il s'agissait de faire comprendre aux Ukrainiens et surtout à l'OTAN que la ligne rouge avait été franchie. Voilà. Et que donc il fallait revenir vite fait à la neutralité stratégique de l'Ukraine. Et c'est la base de n'importe quel accord de paix. Si on n'a pas ça, il n'y aura pas de paix. Voilà. Alors, Caroline Galacteros, revenons un peu, colonel, en arrière, colonel géostratège. Il y a le scénario que j'appelle le scénario Fillon, qui est un scénario gaulliste, de la multiplication des relations avec la Russie qui eut réconcilié ce qui était normal après la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest.
Ça passait aussi peut-être d'ailleurs par une réconciliation des orthodoxes et des catholiques romains. On laisse les protestants de côté dans leur Occident en train de dériver. C'était d'ailleurs un souhait de Benoît XVI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Réconciliation du continent, la multiplication des coopérations, comme De Gaulle l'a voulu après son voyage de 1966 en Russie. Et là, le dessin géopolitique du monde, je reviens à l'Eurasie, aurait été pas parfait, parce que l'Eurasie n'était pas complète, mais en tous les cas, elle se faisait au bénéfice de l'Europe et non pas de la Chine et de l'Asie centrale. Ben oui. On était. Non, mais c'est. C'est ce que voulait François Fillon, c'est pas ça qu'il a perdu. Mais par si, hasard, non, mais. Ah, je ne sais pas, peut-être, en partie. Attention, on va me dire complotiste, alors c'est moi qui l'assume, mais je crois qu'il y a. Je ne sais pas. Il avait touché une corde très sensible pour l'ordre. Mais oui. Le nouvel homme. Le nouvel homme européen. J'essaie de oui, pas parler anglais. non, mais il est certain que ce projet de division et de fragmentation anglo-saxon ne souffre pas, en fait, de remise en cause et de réconciliation. Et d'ailleurs, dès les années 90, le mouvement auquel j'ai assisté à l'époque, parce que là, je travaillais dans les services du Premier ministre, le mouvement de pression. Ah ben oui, parce que c'est une vraie formation. C'est comme un médecin qui ferait son internat. Je compare toujours les deux parce que on met les mains dans le cambouis là. C'est pas théorique. On va sur. Voilà. Et j'étais responsable du conflit yougoslave, donc j'étais aux premières loges dans ce conflit qui était vraiment extrêmement cardinal. C'était le premier grand conflit en Europe de l'après-guerre froide. Enfin, contre les orthodoxes justement. Contre les orthodoxes et contre déjà ce lien avec effectivement la Russie et toute cette autre partie du monde. Or, je vous ai coupé, excusez-moi, mais c'est une conversation, hein, ce n'est pas une, une interview. Je sais. Donc, non mais très bien votre grain de sel. Mais donc l'OTAN et les États-Unis, sous d'innombrables formes, ont fait pression pour l'élargissement de l'Union européenne. Et le discours qu'on entendait, je me souviens très bien parce que moi je le notais tellement c'est énorme, chaque semaine, vous aviez un responsable américain, militaire, diplomate, intellectuel, professeur, économiste, banquier, enfin un Américain, qui trouvait le moyen de dire naturellement, maintenant que tous ces pays ont quitté le joug soviétique, il est urgent que l'Union européenne ne les laisse pas seuls et les accueille dans ses bras charnus et prospères. Et ce contrôle anglo-saxon, germano-anglo-saxon, voilà. C'est la même race. Et pour les questions de sécurité, naturellement, le pendant de cet élargissement, c'est celui de l'Alliance. Voilà. Bon. Atlantique. L'OTAN. Moi, j'ai été, je peux le dire, invité par le département d'État, quand j'étais dans les services du Premier ministre, pendant 1 mois aux États-Unis, avec une quinzaine d'autres Européens. Pour vous circonvenir. Exactement, dans un voyage, mais qui était tout à fait intéressant. Là, sur le soft power, c'était un cours pratique, des travaux pratiques remarquables, où on découvre tout le système américain. On nous explique naturellement que c'est un savant embrouillamini, que la politique étrangère américaine n'a pas du tout de constante. Non, naturellement non. Mais enfin, quand vous posez une question day one à Washington, on vous répond day 22 au fin fond de l'Arizona, donc quand même c'est bien organisé. Voilà. Day one et day 22. Enfin, premier jour et 22e jour. Oh, je sais. J'avais pas compris. Oh, je sais. Bon, voilà. Donc j'ai fait ce voyage et le thème de ce voyage, c'était l'élargissement de l'Alliance Atlantique. Nous sommes en 1995. Voilà. Donc, c'est une machine de guerre. Et on sait très bien, c'est une machine de guerre d'une certaine façon de la puissance américaine contre l'Europe, pour qu'elle ne vienne pas s'agréger à cet ensemble eurasiatique auquel elle appartient, et dont la Russie était l'un des autres pôles, puis l'Asie centrale, et puis à la fin la Chine. Et toute l'Asie derrière. Donc le projet, il est clair, mais on s'y est
Oui, on s'est coulé dedans. Alors ça c'est bien, parce que alors, vous êtes dans les services du Premier ministre, secrétaire général de la Défense nationale, service méconnu mais très prestigieux. Et surtout à l'époque, crucial, aujourd'hui, bon, c'est encore autre chose. Bah oui, puisqu'il n'y a plus de politique française. Vous savez, la France est un curieux pays où la classe politique et la foison administrative est inversement proportionnelle à la politique menée. Il n'y a plus de politique, mais par contre, il y a des... C'est là que j'ai rencontré mon deuxième mentor, parce que j'ai un deuxième mentor. Alors, pardon. Enfin, j'ai évidemment mon père, mais j'ai eu Pierre Dabzi, et puis j'ai eu, justement, au SGDN, un autre homme de gauche, un autre patriote, un autre grand serviteur de l'État, un préfet, qui est l'un des pères de l'intelligence économique en France, qui est le préfet Rémy Pottras. Rémy Pottras. Voilà, et qui était à l'époque numéro 2, et avec lequel j'ai beaucoup travaillé étroitement, sur plein de questions, au-delà des Balkans d'ailleurs, questions de renseignement aussi. Et ça, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup confortée dans ce qui était important pour moi, enfin dans ce que je ressentais à l'époque sans forcément l'avoir encore bien théorisé. Alors là se pose, revenons à la question morale et à votre vie personnelle et à votre caractère, parce que vous êtes un caractère. Il y avait une foison de hauts fonctionnaires français qui savaient, qui voyaient, qui ont bien compris les desseins de l'OTAN, et qui se sont tus, qui ont abandonné tout esprit national, tout esprit de défense. Il a fallu que ce soit une jeune femme qui monte à l'assaut. Oui. C'est formidable. Oui, ça vous vient, ce courage? Mais je n'en sais rien. Non, mais je suis comme ça, c'est ma nature. Les hauts fonctionnaires ont suivi. C'est ma nature, mais ce n'est pas forcément très facile à vivre. Enfin, parce que vous voyez bien on est seul. Des autres. Quand je vous ai demandé de vous prendre pour le ministre des Affaires étrangères, je reviens à cet article du numéro d'automne de l'année dernière, 2022. Alors vous avez pris de la place, hein, c'est très bien. On a publié l'article sur le site, on y trouve toujours, le site du Nouveau Conservateur. Vous commencez par revoir l'instrument, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. Ah oui. Et vous allez très loin, vous dites qu'il y a un état profond. Oui. Et qu'il y a des influences extérieures qui s'exercent sur de très hauts fonctionnaires, bien sûr, qui sont des collaborateurs, en somme. Bien sûr. Et que donc, la première chose à faire pour mener une politique étrangère, c'est de restaurer l'instrument, c'est-à-dire un ministre des Affaires étrangères. Bien entendu, vous dites qu'il faut commencer par un président de la République qui aime son pays et qui désire le servir. Bon. Et qui donne pouvoir à ce ministre de faire les choses. Et voilà. Et ensuite, le ministre lui-même, il doit reprendre le pouvoir sur son administration. Qui est composé de collabos ou de suivistes. Mais il y a des gens très bien. Non, mais il y a des gens, il y a des personnalités remarquables. Il y a des collabos remarquables, vous savez. Oui, bah, peut-être, je n'en sais rien. Mais enfin, en tout cas, il y a des profils merveilleux, il y a des gens très courageux, j'en connais quelques-uns. Oui. Mais évidemment, le sens du courant, l'inertie administrative, la facilité, le jeu des carrières, des espérances, des promotions, font que le courage devient assez vite mal porté, ou en tout cas, c'est dangereux le courage. C'est dangereux. Ben oui, parce que soit vous arrivez à passer entre les lignes, très bien, soit... Mais vous y arrivez. Oui, mais moi je ne suis rien. Je suis là j'écris, j'essaie de parler, j'essaie d'exister un peu, de faire exister ce courant. Mais... à Paris et à la France, qui est le but de Géopragma, c'est plus que passer entre les gouttes. Ça, ce serait formidable. Mais c'est pour ça que je veux nouer des partenariats, c'est pour ça que je veux pouvoir organiser des choses. Mais avec Géopragma. Avec Géopragma, bien sûr. On peut y adhérer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On peut y adhérer. Ah ben, dites-nous, tant que vous y êtes. Alors, on peut évidemment y adhérer. C'est une œuvre de salubrité publique. De salut public, absolument. On peut y adhérer. L'adhésion est modeste, mais on peut être un donateur, on peut être un mécène, on a besoin essentiellement quand même d'argent. Oui. Parce que il faut pouvoir organiser des choses, il faut pouvoir faire venir des étrangers, il faut pouvoir faire des publications, il faudrait pouvoir engager quelqu'un de manière un peu permanente, au lieu d'avoir juste un stagiaire payé au lance-pierre
Si vous voulez, on a une surface, et ça me réjouit, on a une surface, entre guillemets, intellectuelle et peut-être d'influence assez disproportionnée par rapport à la réalité de la structure. Alors, chers amis qui tout le monde est bénévole, voilà. Chers amis qui nous écoutez, aidez. Évidemment, l'État ne m'aide pas. TV Liberté, bien entendu. Et sachez aussi qu'il n'y a pas de mission plus importante que de permettre de nouveau à la France d'avoir une intelligence du monde. Et que peut-être tout repasse par là. Et que pour ça, il faut avoir des intelligences et qu'on les aide. Et notamment, aller sur le site de Géopragma et regardez ce que vous pouvez faire pour Géopragma. Occasion de dire que vous avez publié plusieurs livres. Alors, fruit d'une conférence à la Maison d'Amérique latine, je crois, un livre avec Régis Debray et le général Vincent Desportes, je ne sais pas, avec le dos de la cuillère, Guerre, technologie et société, parce qu'il y a chez vous aussi une grande réflexion sur les liens entre la technologie et la guerre. On n'a pas pu tout traiter. Et l'humanité. Parce que là, il faudrait reparler. Il faudrait reparler de la chouette. De la chouette. Il faudrait reparler de mon éducation philosophique et de la phénoménologie et de la différence que l'on doit faire entre la vie avec un grand V et l'existence. On mène tous des existences, on existe dans ce monde, on est dans le monde. Mais la vie, c'est autre chose. Mais la vie, c'est autre chose. Et se sentir vivre, c'est autre chose. Et en matière internationale, il y a beaucoup à faire. Alors ? Justement, le dialogue et la relation avec les autres, c'est ça. C'est d'arriver à trouver, quels que soient les intérêts divergents, les complications, même les conflits, un socle commun qui est dans le socle d'humanité. Voilà, qui est dans notre humanicité que nous avons avec n'importe qui sur cette terre. C'est ce que les anglo-saxons ne pensent pas, justement. Et voilà. Donc pour moi, il y a d'abord la reconnaissance de l'identité. Oui. De l'identité, le caractère identique. Voilà, des êtres. Vers un nouveau Yalta, autre ouvrage qui est un recueil de chroniques géopolitiques entre 2014 et 2019, notamment publié au Point. Oui. Et puis un autre livre, ça c'est le tout premier. Qui était le premier, je finis par le début, parce que je n'ai même pas compris le titre, Manière du monde. Manière de guerre. Manière de guerre, c'est un peu en lien avec ce que vous venez de dire. Absolument. C'est très philosophique. C'est un livre un peu... le plus important. Oui, pour moi c'est le plus important. Aux éditions Nuvis. Alors préface de Védrine, Hubert Védrine. Oui, nous faisons la guerre comme nous nous comportons en société, dans les évolutions auxquelles nous accordons des vertus de modernité, de supériorité. Donc malheureusement, nos guerres, ce qui est assez logique d'ailleurs, ressemblent à nos sociétés. Je parle là de l'Occident, hein. Je parle bien sûr de notre monde à nous, notre partie du monde à nous. Et ce faisant, on se coupe non seulement de l'appréhension, mais de la compréhension et encore plus, évidemment, du lien avec d'autres parties du monde. De l'amitié. Voilà. De la filia, on peut l'appeler comme on veut. Mais oui, voilà. La filia, l'Aristote. Voilà. Je comprends bien, je commence à mieux vous comprendre, parce que je devine qu'il y a beaucoup de choses derrière vous. Pour avoir le courage de dire ce que vous avez dit, la lucidité pour comprendre le monde, il faut bien entendu avoir une tête bien organisée et certainement avec des règles morales et des visions philosophiques bien ancrées. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes catholique et romaine, catholique oui, d'éducation. Mon père était orthodoxe, mais bien peu pratiquant. Même si, finalement, il était très proche d'un philosophe qui s'appelait Michel Henry, qui était son maître en phénoménologie. Ah oui. Mais c'est assez corsé. Oui, c'est très corsé, ça c'est sûr. Ah oui. Et donc, plus il est monté en âge, si j'ose dire, et en sagesse, plus il retrouvait, à travers la pensée, l'œuvre et le contact avec Michel Henry, quelque chose de très, de l'ordre de la transcendance. Mais en phénoménologie, tous les mots ont un autre sens. Oui, et puis donc ça mérite. Je faisais un peu ce cours-là à l'école de guerre d'ailleurs, puisque l'un de mes séminaires s'appelait Morale, éthique et conflit. Et donc
pour faire très simple, entre la morale et l'éthique, il y a un monde. Certes, il y a peut-être une étymologie Quelquefois, on commune. utilise les mots. Oui, mais justement, la morale, elle est contingente. Interchangeables, ouais. Oui, elle est contingente. Tandis que l'éthique, elle est immanente. Donc l'éthique, elle porte le lien, la morale, elle porte le conflit. Pour faire simple. Bon, mais on pourra en Vaste reparler. perspective, comme disait le général. Est-ce que, en fait, vos parents étaient des intellectuels? J'ai dit étaient, Oui. votre mère est toujours Maman de ce est monde. là, toujours. Elle était professeure d'université. Oui, d'histoire de l'art. On la voit en toge, Ouais. histoire de l'art. Donc vous avez vraiment baigné dans un univers très élevé, en réalité. Oui. Oui, enfin, Oui. j'ai des parents On assez est le particuliers. produit de sa famille, disons-le. C'est vrai, c'est et de vrai. sa formation. C'est vrai, c'est vrai. Et je n'ai toujours pas compris ce que faisait cette chouette qui est Cette chouette, parmi les cette objets que vous avez chouette- choisis. Cette chouette était dans le cabinet de mon père à Lyon pendant très très longtemps. Elle me regardait, elle m'impressionnait. Un jour, j'ai compris, il m'a dit, mais c'est Minerve. Elle voit, elle regarde, elle comprend la nuit, le jour, elle est là toujours et voilà. Et donc, dans la vie avec un grand V, il faut aimer, mais il faut aussi comprendre, chercher à comprendre. Regardez. Voilà. Donc un jour, j'ai eu l'insigne privilège de la voir. Et donc, elle ne me quitte pas. Et d'ailleurs, Géopragma, il y a une chouette. Hein. C'est une chouette, le symbole est J'ai une bien chouette. vu, Je oui. porte J'ai des fait le chouettes, lien. j'aime les chouettes. Quand j'ai vu cette chouette, mais je n'avais pas le sens. Minerve. Voilà. Voir, comprendre, Ouais. aimer. Même dans la nuit. Aimer, et même dans la Aimer, nuit. bien sûr, aimer tout ce qui est humain. C'est Plaute qui disait rien de ce qui est humain m'est indifférent, ne m'est étranger. Voilà une bonne manière de faire de la géopolitique et de la diplomatie et de servir la France. Pour la Caroline diplomatie, Garrett. oui.